un petit retour sur l'exercice numéro 5 qui était plutôt, c'était une question plus historique, de regarder comment que ça se passait finalement dans le temps, je peux dire l'évolution des normes du travail. Là, on voit que ça a changé beaucoup à travers les années. Donc, la première question qu'on vous avait demandé de faire, c'était de relever les conditions de travail des ouvriers euh, avant l'acte des manufactures, dans le fond. Qu'est-ce qu'on pouvait retirer finalement là, du texte qu'on pouvait faire, que vous avez vu, c'est que les conditions de travail avant l'acte de manufacture, ça, il était complètement épouvantable là, pour les ouvriers, d'autant plus que ces derniers n'étaient pas protégés par aucune norme minimale. Donc, il n'y avait absolument rien à l'époque, ce qui laissait place à vraiment un abus de toutes parts venant des patrons. Aussi, il y avait des amendes qui étaient fréquentes, qui étaient infligées aux employés pour des raisons non justifiées. Donc, tu avais un retard de productivité, tu avais une amende. Tu étais grossier avec un contremaître, tu l'envoyais un peu plus promener, tu avais une amende. Quelqu'un qui était turbulent pouvait avoir une amende. Donc, je peux vous dire, c'était le temps qui était la règle. Les ouvriers qui pouvaient travailler, on parlait de 10, pas de 10, mais de 12 à 15 heures par jour. Et ça, 6 jours par semaine. Donc, les heures supplémentaires y étaient imposées. Donc, il était pas, ça n'avait rien à voir avec si vous voulez, avec du temps et demi, là, à l'époque, c'était vraiment tu travailles, tout simplement. Il y avait une abondance de main-d'œuvre qui laissait planer toujours une menace de renvoi, ce qui incitait vraiment la discipline. Parce que si tu perdais ta job, tu étais un petit peu dans le pétrin parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de jobs. Donc, c'était un peu l'inverse, j'ai envie de vous dire, qu'aujourd'hui, ben, il y a tellement d'abondance vraiment au niveau du travail qu'on peut faire, je peux dire, on peut choisir, mais pas à l'époque. Les travailleurs, il n'y avait aucun congé, aucun férié, aucune compensation en cas de maladie, on te coupe tout simplement, ou si tu avais un accident, ben, c'était à tes frais. Et sachez que les accidents étaient quand même fréquents à l'époque, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mesures je pourrais dire, de prévention. Les femmes et les enfants, elles doivent souvent travailler, car leur salaire, juste avec le salaire, dans le fond, de l'homme de la maison, ben, c'était pas assez pour subvenir aux besoins. Euh, et fait quand même important, même si une femme ou un enfant était capable de faire la même job qu'un adulte finalement, mais il n'y avait pas le même salaire. Donc, il y avait vraiment le salaire des hommes, le salaire des femmes et le salaire des enfants. Dans les usines, les conditions de travail, comme on mentionnait, ils étaient complètement non sécuritaires. La température, l'aménagement, tout était finalement. C'était un peu épouvantable. Fait que ça résume un petit peu au niveau de la question 1, qu'est-ce qu'on devait retenir, qu'est-ce qu'on aurait dû sortir finalement là, de qu'est-ce qu'il en était. Si on continue avec la question 2 qui était expliquer pourquoi le législateur propose la loi sur le salaire minimum des femmes en 1919. En fait, le but de la loi 1900, de 1919, il y avait comme vraiment deux objectifs. Elle vise dans un premier temps vraiment limiter la baisse de salaire chez les hommes. Dans le fond, parce qu'on voulait garder ce pouvoir-là. Pour le même travail engagé, une femme coûte moins cher à engager qu'un homme. Donc, les employeurs en profitent pour diminuer finalement le salaire des hommes. Parce que c'est ça qu'on voulait éviter. Les femmes, vu qu'ils nous coûtaient moins cher, on engageait des femmes. Puis là, les hommes, ben, s'ils voulaient travailler, ils avaient tendance à accepter des salaires un petit peu moindres. Donc, on cherchait vraiment à équilibrer les deux. Dans deuxième temps, ben, elle vise à assurer un salaire décent et minimal aux femmes. Donc, on cherchait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de jobs, là, c'était quand même un challenge parce que les femmes veulent travailler, ils coûtent moins cher et les hommes veulent travailler, mais ils coûtaient plus cher. Fait que là, à quelque part, on voulait protéger le pouvoir d'achat, le pouvoir des hommes, mais tout en poussant celui des femmes, qui était vraiment pas essentiel, pas facile à l'époque. Et ce qu'on partenait, c'est que ces deux objectifs n'ont pas été atteints, puisque le salaire des hommes n'a cessé que de diminuer même après l'adoption de la loi. Là. Bien évidemment, c'est une question, je pourrais dire, plus financière d'offres et de demandes qui s'est passée à l'époque. Donc, c'est pas, la loi n'avait pas eu atteint vraiment son objectif. Si on va au niveau de la question numéro 3, qui était quel est le principe derrière la loi du salaire raisonnable? Hein? On est vraiment distinct de ce qu'on dit aujourd'hui des salaires minimums, qui est le salaire minimum, il est sans égard, je peux dire, au sexe, sans égard à ta couleur de peau, sans égard à ta religion. Là, on était vraiment derrière un salaire raisonnable.
Donc, à travers égal, salaire égal. Ce qui signifie qu'il ne devait pas y avoir de différence de salaire, que ce soit pour un homme ou une femme qui effectue le même travail. C'est un concept qui est quand même révolutionnaire pour l'époque où il existait des échelles salariales différentes en fonction du sexe de l'employé, même s'il y avait des milieux syndiqués. Donc, on tentait de faire quelque chose pour tenter de rapprocher finalement les deux salaires. Et question numéro 4. Dans la société actuelle, quelle influence ont les normes du travail sur les conditions de travail des Québécois? En fait, il y en a beaucoup, je pourrais dire, qui s'est fait. Donc, le but vraiment qu'on en regarde, c'est de limiter les inégalités. Donc, les disparités entre les emplois. Ça en est une. Donc, on va en voir un petit peu plus tard, là, mais de voir des types d'emplois qui sont, on pourrait dire, typiquement masculins et typiquement féminins. Donc, essayer que si c'est à peu près le travail égal, d'avoir le même salaire, que ce soit au niveau de l'équité salariale. Qu'est-ce que ça a eu de l'influence aussi, c'est d'assurer de meilleures conditions de travail décentes, avoir une horaire de travail qui est un peu plus régulière, avoir des congés préétablis. Là, ça, c'est vraiment dans le minimum, mais on va voir plus loin vraiment que ça allait apporter aussi à avoir des avantages sociaux. Ça a eu le but aussi d'éviter les abus. Donc, les abus, souvenez-vous juste un petit peu plus haut, il y a des congédiements illégaux, des amendes et tout. Donc, c'était de légiférer pour éviter ça. Offrir une protection pour les employés non syndiqués. Donc, les normes du travail, là, c'est pour tout le monde. C'est que tu sois syndiqué ou non syndiqué, on est capable d'avoir une protection à ce niveau-là. Favoriser, c'est sûr, l'épanouissement des enfants. C'était pas normal d'avoir un enfant de 10 ans avec ses petites mains qui travaillait dans une manufacture. Donc, avec le temps, ça a fini par légiférer les âges de travail qui étaient un peu plus mieux, du moins encore aujourd'hui. Là, on va voir en fonction de l'âge et il y a des horaires de travail qui sont un peu illégales. Santé et sécurité de travail, ça est revenu là-dessus. Donc, je pourrais dire assurer une protection en cas de maladie, d'invalidité. On va voir avec la CSST qui va nous donner, si on a un accident de travail, qui va nous donner le droit des congés payés, des vacances, tout ça. Même que je pourrais dire, même aujourd'hui, on est rendu avec des congés parentaux. Donc, que ce soit un homme ou une femme, si tu as un enfant, donc tu n'as plus besoin de vraiment de le faire à tes frais. Donc, il y a quand même un système de régime d'assurance qui va couvrir certains besoins. On va aller un peu plus loin, là, on va en parler plus loin dans le cours, mais au niveau plus du droit de la personne, ce qui est du harcèlement psychologique, là, ce qui va en venir à favoriser du respect du droit de la personne, favoriser la conciliation travail-famille dans la vie personnelle. Donc, c'est essentiellement, là, on voyait que dans le temps, il y avait beaucoup un rapport de force d'employeur-employé. Donc, c'était une question de rééquilibrer les rapports dans les relations de travail entre les deux groupes. Ça ne veut pas tout dire d'arriver puis d'un côté de donner tout aux employés. C'était d'arriver avec quelque chose qui avait plus de sens et que tout le monde trouve un petit peu plus son compte à travers ça. Donc, ça fait un peu le tour de l'activité numéro 5.